Le Guet des Orfèvres est le 15e tome des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. J'avais enregistré la lecture intégrale de ce roman en 2017 et je souhaite aujourd'hui la partager à davantage de personnes. Le roman est composé de multiples parties qui ne sont pas véritablement des chapitres et qui peuvent faire de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages. À l'époque, j'avais enregistré chacune de ces parties d'une traite. Je n'ai pas souhaité retravailler le montage, il y aura donc des petites reprises dans certains paragraphes. Pour indiquer le passage d'une partie à la suivante, vous pourrez entendre ce bruit de cloche. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance. Bonne écoute. Joufflu n'était pas un dragon heureux. La forge lui manquait. Il s'y plaisait bien à la forge. Il disposait d'autant de charbon qu'il pouvait en ingurgiter, et le forgeron n'était pas un trop mauvais bougre. Joufflu n'avait pas exigé grand-chose de la vie, et l'avait obtenu. Puis une forte femme l'avait enlevé et jeté dans un enclos. Il le partageait avec d'autres dragons. Joufflu n'aimait pas beaucoup les autres dragons, et on lui donnait du charbon qu'il ne connaissait pas. Il avait été bien content quand on l'avait sorti de l'enclos au beau milieu de la nuit. Il avait cru qu'on le ramenait chez le forgeron. Il commençait maintenant à se dire qu'il s'était fait des idées. Il se trouvait dans une boîte, secoué en tous sens, et il sentait monter sa colère. Le sergent Colomb s'éventa de son bloc-notes, puis jeta un regard furieux aux gardes réunis. Il toussa. « Bon, d'accord, les gars, dit-il. Asseyez-vous. »« On est déjà assis, Fred, fit le caporal Chic. »« Pour toi, c'est sergent, Chicard, répliqua le sergent Colomb. »« Et pourquoi faut s'asseoir d'abord? On fait pas tous tintouin d'habitude. Je me sens plutôt con assis là à t'écouter causer de... »« On doit procéder dans les règles. On est plus nombreux maintenant, expliqua le sergent Colomb. Bon, d'accord. On accueille aujourd'hui au guet l'agent Détritus, salut pas, l'agent Bourricot, ainsi que l'agent Angois. On espère que vous aurez une longue et... Qu'est-ce que t'as là, Bourricot? Quoi? Fit innocemment Bourricot. Je peux pas m'empêcher de remarquer que t'as encore ce qui ressemble à une hache de jet à double tranchant, agent, malgré ce que j'ai signalé tout à l'heure sur le règlement du guet. Une arme traditionnelle, sergent? Fit Bourricot d'un ton rempli d'espoir. Tu peux la laisser dans ton casier. Les gardes ne portent qu'une épée courte et à un seul tranchant. Sauf Détritus, ajouta-t-il dans sa tête. Primo, même la plus grande épée nichée dans le poing monstrueux du troll ressemblerait à un cure-dent. Et secundo, tant que cette histoire de salut n'était pas résolue, pas question de voir un agent du guet se clouer la main à l'oreille. Il aurait un bâton, que ça lui plaise ou non. Et même comme ça, il serait bien capable de se tabasser à mort. Des trolls et des nains. Des nains et des trolls. Il méritait pas ça à son âge. Et il y avait pire. Il toussa encore. Quand il lut son bloc-notes tout haut, ce fut de la voix chantante de qui a appris à parler en public à l'école. « Bien, dit-il de nouveau en hésitant légèrement. Donc, ça dit ici... Sergent? Quoi donc? Oh, c'est toi, caporal Carotte. Oui? Vous n'oubliez rien, sergent? Fit Carotte. Je crois pas, répondit prudemment le sergent. Si? À propos des recrues, sergent. Quelque chose qu'elles doivent apprendre. À propos des recrues, sergent. Quelque chose qu'elles doivent prendre. Souffla Carotte. Le sergent Colomb se frotta le nez. Voyons voir. Conformément au règlement, les nouveaux avaient pris, avant signature d'un reçu, une chemise, maille, cotte de, un casque en fer et de cuivre, un casque de fer et de cuivre, un plastron en fer, sauf dans le cas de l'agent Angois qu'il fallait équiper spécialement et de l'agent Détritus qui avait signé pour une pièce d'armure ajustée à la hâte, ayant autrefois appartenu à un éléphant de guerre, un bâton de chêne, une pique ou hallebarde de secours, une arbalète, un sablier, une épée courte, sauf pour Détritus, une plaque d'agent du guet de nuit en cuivre. Je crois qu'ils ont tout leur barda, Carotte, dit-il. Ils ont tous signé. Même Détritus a trouvé quelqu'un qui a fait une croix à sa place. Ils doivent prendre un engagement, sergent. Prêter serment. Oh, ah bon? Oui, sergent, c'est la loi. Le sergent Colomb parut embarrassé.
C'était sûrement la loi d'ailleurs. Le caporal Carotte était beaucoup mieux au courant que lui sur la question. Il connaissait les lois d'Ankh-Morpork par cœur. Et il était le seul. Tout ce que Colomb savait, c'est que lui n'avait jamais juré fidélité lors de son incorporation. Quant à Chicard, tout ce qu'il avait jamais juré, c'était quelque chose comme Merde, c'est pas du boulot de soldat, ça. Bon, d'accord, fit-il. Vous allez tous prêter serment, et le caporal Carotte va vous montrer comment faire. T'as bien prêté serment quand tu t'es engagé, Carotte? Oh oui, sergent, seulement personne me l'a demandé. Alors je me le suis prêté tout seul, comme qui dirait tout bas, quoi. Ah, bien, alors vas-y. Carotte se mit debout et ôta son casque. Il se lissa les cheveux, puis il leva la main droite. Levez aussi tous la main droite, fit-il. Celle qui est la plus près de l'agent Angois, agent détritus. Et répétez après moi. Il ferma les yeux et ses lèvres bougèrent un instant, comme s'il lisait à l'intérieur de son crâne. Moi, virgule, Crochet, nom de la recrue, Crochet, virgule. Il leur fit un signe de tête. Répétez. Ils répondirent en chœur. Angois tâcha de ne pas rire. Jure solennellement par Crochet, Dieu choisi par la recrue Crochet. Angois ne se faisait pas assez confiance pour regarder Carotte en face. De faire respecter les lois et arrêter de la cité d'Ankh-Morpork, virgule, de faire vivre le bien public, virgule, et de défendre les sujets de son bar, sa parenthèse, biffer la mauvaise réponse, parenthèse, roi, bar, reine, parenthèse, biffer la mauvaise réponse, et nom du monarque en poste, parenthèse. Angois s'efforça de fixer un point derrière l'oreille de Carotte. Pour couronner le tout, la voix traînante et monocorde de détritus comptait déjà plusieurs dizaines de mots en retard sur les autres. Sans peur, virgule, préjugés, virgule, ni souci de sécurité personnelle, point virgule, de pourchaffer les malheurs, les malfaiteurs et de protéger l'innocent, virgule, en sacrifiant ma vie si nécessaire pour remplir mon devoir, virgule, je le jure devant parenthèse, Dieu subventionné, parenthèse, point, vive le roi, barre, la reine, parenthèse, biffer la mauvaise réponse, parenthèse, point. Angois se tut avec soulagement, puis regarda enfin la figure de Carotte. Des larmes lui ruisselaient manifestement le long des joues. Comme ça c'est fait, merci, fit le sergent Colomb au bout d'un moment. Protéger l'innocent, virgule. Prends ton temps, agent détritus. Le sergent s'éclaircit la gorge, puis consulta de nouveau son bloc-notes. Bon, on a encore sorti tôt l'accrocheur Osquin, alors faites gaffe, vous savez comment il est quand il arrose ça, et ce putain de frontail le troll a tabassé 4 gars hier soir. Pour remplir mon devoir, virgule. Où il est le capitaine Vimer demanda Chicard. C'est lui qui devrait se taper ça. Le capitaine Vimer met de l'ordre dans ses affaires, répondit le sergent Colomb. C'est pas facile d'apprendre à se civiliser. Bon. Il jeta un autre coup d'œil à son bloc-notes, puis revint à ses hommes. Des hommes, tu parles. Il remuait les lèvres tout en comptant. Il reconnut soudain, assis entre Chicard et l'agent bourricot, un tout petit bonhomme en haillons, à la barbe et à la chevelure si longue et emmêlée qu'il ressemblait à un furet pointant le museau hors d'un buisson. Je le jure devant parenthèse Dieu subventionné parenthèse point. Oh non, fit-il, qu'est-ce que tu fous là ici, t'es à cette heure? Merci détritus, salut pas. Si tu peux t'asseoir maintenant. Monsieur Carotte m'a fait entrer, répondit Cité Astor. Détention préventive, sergent, expliqua Carotte. Encore? Colomb décrocha les clés des cellules de leur clou au-dessus du bureau et les lança au voleur. D'accord. Cellule 3. Embarque les clés avec toi, on poussera une gueulante si on en a besoin. Vous êtes un dandy, monsieur Colomb, dit Cité Astor, en descendant tranquillement l'escalier conduisant aux cellules. Colomb secoua la tête. Le pire voleur au monde, expliqua-t-il. Il n'a pas l'air très efficace, fit Angois. Non, je veux dire le pire dans le sens le plus complètement nul. Tu te rappelles quand il voulait se taper toute la route jusqu'à Don Manifestine pour choper le secret du feu aux dieux? Demanda Chicard. Et je lui ai dit, mais on l'a déjà excité à cette heure, on l'a depuis des milliers d'années, enchaîna Carotte. Et il a répondu, c'est vrai, donc ça a de la valeur si c'est ancien. Note de bas de page. Ahuri Mazda, premier voleur au monde, vola le feu aux dieux. Mais il fut incapable de le conserver, trop chaud. Note de bas de page de la note de bas de page. D'ailleurs, après ce coup-là, il était grillé.
Pauvre vieux, compatit le sergent Colomb. Bon, quoi d'autre? Oui, Carotte? Maintenant, faut qu'il prenne le denier du roi, dit Carotte. Ah ouais, exact, d'accord. Colomb plongea la main dans sa poche et en sortit 3 piastres, ankh-morporkiennes, grosses comme des paillettes, qui contenaient à peu près autant d'or que de l'eau de mer. Il en lança une à chaque recrue. Ça s'appelle le denier du roi, dit-il en jetant un coup d'œil à Carotte. Je sais pas pourquoi. Faut le donner quand vous vous enrôlez. Le règlement, vous voyez, ça prouve que vous êtes enrôlé. Il parut un instant gêné, puis tout ça. Bon, ouais, quelques trolls, rectifia-t-il, pour une espèce de manifestation. Ils descendent la rue courte. Agent Détritus, le laissez pas saluer. Bon, de quoi s'agit-il, dit? C'est nouvel an, troll, répondit Détritus. Sans blague. Va maintenant falloir se mettre au parfum de ces histoires-là, je suppose. Et je vois ici qu'il y a un rassemblement de bouffeurs de nains ou un truc dans le genre. Anniversaire de la bataille de la vallée de Koum, le renseigna l'agent Bourricot. Célèbre victoire sur les trolls. Il prit un air suffisant, du moins le devinait-on derrière sa barbe. Ah ouais? Tendu embuscade, grogna Détritus en regardant le nain d'un air mauvais. Quoi? C'est les trolls? Commença Bourricot. Fermez-la, intervint Colomb. Écoutez, ça dit ici, ça dit que remonte la rue courte. Il retourna le papier. C'est bien ça? Les trolls vont dans un sens et les nains à leur rencontre, s'inquiéta Carotte. Alors ça, c'est un défilé qu'il faut pas louper, fit Chicard. Quel est le problème demanda Angois. Carotte agita vaguement les mains. Oh là là, ça va être affreux faire quelque chose. Les nains et les trolls s'entendent comme de l'huile sur le feu, expliqua Chicard. Ça avait déjà essayé de balancer un seau de flotte dessus, mademoiselle? La figure normalement rougeaude du sergent Colomb avait viré au rose pâle. Il boucla son ceinturon et empoigna son bâton. Rappelez-vous, dit-il, évitez les numéros. Ouais, fit Chicard, évitez plutôt de sortir. Pour comprendre pourquoi les nains et les trolls se détestent, il faut remonter loin en arrière. Nains et trolls, c'est comme le jour et la nuit, ou comme chien et chat, ou comme le plâtre et le camembert bien fait. Voilà, c'est ça, le plâtre et le camembert bien fait. L'un est organique, l'autre non, et dégage en plus un vague relent de fromage avancé. Les nains gagnent leur vie en cassant des cailloux contenant des minéraux précieux, et la forme de vie à base de silice connue sous le nom de troll ne concerne au fond que des cailloux contenant ces mêmes minéraux précieux. Dans la nature, les trolls passent le plus gros des heures de jour en sommeil, et il vaut mieux éviter de dormir pour un caillou contenant des minéraux précieux quand des nains rôdent dans le coin. Et les nains haïssent les trolls parce qu'ils n'aiment pas, dès qu'ils ont trouvé un filon intéressant de minerais précieux, voir un rocher se redresser brusquement et leur arracher le bras à cause de la pioche qu'ils viennent de lui planter dans l'oreille. C'était un état de vendetta permanente interespèce qui, comme toute bonne vendetta, n'avait plus vraiment besoin de raison pour se poursuivre. Il suffisait qu'elle existe depuis toujours. Note de bas de page, la bataille de la vallée de Koum est le seul affrontement historique connu où chacun des deux camps a tenu une embuscade à l'autre. Les nains détestaient les trolls parce que les trolls détestaient les nains et vice-versa. Le guet se tenait tapi dans la ruelle des 3 lampes qui donnait à peu près au milieu de la rue courte. Au loin crépitaient des feux d'artifice. Les nains les tiraient afin d'éloigner les mauvais esprits miniers. Les trolls, parce qu'ils en aimaient le goût. Je piche pas pourquoi on les laisse pas se tabasser entre eux. On n'aurait plus qu'à se pointer après pour agrafer les perdants, fit Chicard. C'est ce qu'on a toujours fait. Les embrouilles ethniques, ça lui porte sur le système aux patriciens, répondit le sergent Colomb d'un ton maussade. Ces histoires-là, ça le rend sarcastique. Une pensée lui vint. Il s'égaya un peu. Une idée, Carotte demanda-t-il. Puis une seconde pensée lui vint. Carotte était un petit gars simple. Caporal Carotte? Sergent? Règle-moi ça, tu veux? Carotte passa la tête à l'angle de la rue et jeta un coup d'œil vers les murs de trolls et de nains en marche. Les deux groupes s'étaient déjà aperçus. Parfaitement, sergent, fit-il. Agent Bourricot et Détritus, ne saluez pas, suivez-moi.
Vous n'allez pas l'envoyer là-bas, exclama Angois. Il court à une mort certaine. Là, un sacré sens du devoir, ce gars-là, fit le caporal Chicard. Il se sortit de derrière l'oreille un mégot de 2 ou 3 bouffées tout au plus, et gratta une allumette sur la semelle de sa botte. Vous inquiétez pas, mademoiselle, continua Colomb. Agent, rectifia Angois. Quoi? Agent, répéta-t-elle, pas mademoiselle. D'après Carotte, je n'ai pas de sexe quand je suis en service. Sur fond de tout frénétique de Chicard, Colomb se reprit aussitôt. Ce que je veux dire, agent, c'est que le jeune Carotte a du charisme. Des tonnes de charisme. Du charisme? Des tonnes. Les secousses avaient cessé. Joufflu se sentait très contrarié maintenant. Très, très contrarié. Il entendit un bruissement. Un pan de toile s'écarta, et Joufflu vit un autre dragon mâle qui le fixait des yeux. Un dragon à l'air contrarié. Joufflu réagit de la seule façon qu'il connaissait. Carotte, bras croisés, se tenait debout au milieu de la rue, tandis que les 2 nouvelles recrues, immédiatement derrière lui, s'efforçaient de garder l'œil sur les 2 manifestations à la fois. Colomb tenait Carotte pour un garçon simple. Carotte faisait souvent l'impression d'un garçon simple à son entourage. Ce qu'il était. Mais l'entourage se fourvoyait en confondant simple et simplet. Carotte n'était pas simplet. Il était franc, honnête, facile à vivre et fidèle à tous ses engagements. Ce qui, à Ankh-Morpork, équivalait de toute façon à simplet et donnait normalement au caporal l'espérance de vie d'une méduse dans un haut fourneau. Mais 2 autres facteurs jouaient en sa faveur. D'abord, un coup de poing que même les trolls avaient appris à respecter. Ensuite, il inspirait une sympathie véritable, presque anormale. Il s'entendait bien avec tout le monde, même avec les malfrats qu'il arrêtait. Il jouissait d'une mémoire des noms prodigieuse. Il avait vécu la majeure partie de sa jeune existence dans une petite colonie naine où il n'avait pas grand monde à connaître. Puis, il s'était soudain retrouvé dans une ville gigantesque et on aurait dit qu'un talent latent s'épanouissait, et continuait de s'épanouir. Il agita joyeusement la main à l'adresse des nains qui approchaient. « Bonjour, monsieur Comblecuisse! Bonjour, monsieur Fort-du-Bras !» Puis il se retourna et agita la main à l'adresse du troll de tête. Suivit le plop étouffé d'une futaie de feux d'artifice qui explosait. « Bonjour, monsieur Bauxite !» Il mit ses mains en porte-voix. « Si vous pouviez tous vous arrêter et m'écouter !» beugla-t-il. Et les 2 cortèges s'arrêtèrent, non sans une certaine hésitation, ni un tassement général par derrière. C'était ça où passait sur Carotte. Le jeune homme souffrait peut-être d'un défaut mineur. Il ne portait aucune attention aux petits détails de son environnement quand il avait la tête ailleurs. Voilà pourquoi la conversation qui se chuchotait dans son dos au même moment lui échappait. « Ah, c'était aussi une embuscade, et ta mère, c'était le Kaya. Allons, messieurs, dit Carotte d'une voix raisonnable et aimable. Je suis sûre que ces attitudes belliqueuses n'ont pas lieu d'être. Vous aussi, vous tendez une embuscade, arrière-arrière-grand-père à moi valait le coup de me raconter. Dans notre charmante ville par une si belle journée. Je dois demander aux bons citoyens d'Ankh-Morpork. Ah ouais, tu n'aimes pas qui c'est ton père? Que vous êtes, sans vous interdire bien sûr de célébrer vos nobles traditions, de suivre l'exemple de mes collègues ici présents, qui ont oublié leurs anciens différends. J'éclate ta tête, nain salaud. Dans l'intérêt de, je pourrais te battre avec une main attachée dans le dos, la cité, dont ils ont le privilège, en avoir occasion, j'attache 2 mains derrière ton dos, et la fierté de porter l'insigne. Argue! Ouille! Carotte s'aperçut qu'on ne s'intéressait guère à lui. Il se retourna. L'agent Bourricot avait la tête en bas parce que l'agent Détritus le tenait par les jambes et tentait de faire rebondir son casque sur les pavés. Mais le nain, profitant de sa position, l'agrippait aux genoux et cherchait à lui planter ses dents dans la cheville. Les 2 processions face à face les contemplaient fascinés. « Il faut faire quelque chose !» s'exclama Angois depuis la cachette des gardes dans la ruelle. « Eh ben, fit lentement le sergent Colomb, c'est toujours très délicat l'ethnique. On peut faire un impair vachement facilement, ajouta Chicard.
très susceptibles, l'ethnique de base. Susceptibles? Ils essayent de s'entretuer. C'est culturel, fit Colomb d'un ton pitoyable. Ça rime à rien de vouloir leur imposer notre culture, pas vrai? Ce serait de l'espécisme. Au milieu de la rue, Carotte avait viré au rouge vif. Si jamais ils posent un doigt sur l'un ou l'autre devant leurs potes, dit Chicard, on fait ni une ni deux, on se cale comme si on avait le feu au derche. Des veines jaillirent sur le cou puissant de Carotte. Il se planta les mains sur les hanches et beugla. « Agent détritus! Saluez !» Ils avaient passé des heures à tenter de lui apprendre. Le cerveau de détritus mettait du temps à assimiler une idée, mais une fois qu'elle s'y trouvait imprimée, elle ne s'effaçait pas facilement. Il salua, la main pleine de nains. Il salua donc sans lâcher l'agent bourricot, le fit jaillir au-dessus de lui comme un petit gourdin furieux. Le fracas de la collision des deux casques rebondit en écho sur les bâtiments voisins, et un instant plus tard retentit celui des deux corps s'écroulant par terre. Carotte les poussa du bout de sa sandale. Puis il se retourna et marcha à grands pas vers les manifestants nains, tremblants de colère. Dans la ruelle, le sergent Colomb, de terreur, se mit à sucer le bord de son casque. « Vous avez bien des armes, non ?» gronda Carotte à l'adresse d'une centaine de nains. « Avouez ! Si les nains qui ont des armes ne les lâchent pas tout de suite, tout le cortège, je dis bien tout le cortège finira en cellule. Et je rigole pas. » Les nains du premier rang reculèrent d'un pas. On entendit un cliquetis désordonné d'objets métalliques qui tombaient par terre. « Toutes !» lança Carotte d'un ton menaçant. « Ça s'adresse aussi à vous, la barbe noire qui essaye de se cacher derrière monsieur Pan du Jambon. Je vous vois, monsieur Fort-du-Bras. Posez ça tout de suite. Vous n'amusez personne. » « Il va mourir, c'est sûr, » souffla tout bas Angua. « Marrant, ça, » fit Chicard. « Si nous, on se risquait à un truc pareil, on finirait en chair à saucisse. Mais lui, on dirait que ça marche. »« Le charisme, » expliqua le sergent Colomb, qui devait s'appuyer contre le mur. « Vous voulez dire le charisme ?» demanda Angua. « Ouais, un machin comme ça, ouais. »« Comment il arrive à ça ?»« Je sais pas, » répondit Chicard. « C'est un petit gars qui plaît, je suppose. » Carotte s'était retourné vers les trolls qui souriaient d'un air narquois devant la déconfiture des nains. « Quant à vous, dit-il, ce soir, je vais faire ma ronde dans le chemin de la carrière, comptez-y, et je n'y verrai pas de grabuge, d'accord ?» Lui répondirent des frottements de pieds gigantesques et des grommellements confus. Carotte se mit la main en coupe autour de l'oreille. « J'ai mal entendu ?» fit-il. Lui répondirent des grommellements plus forts, une espèce de toccata orchestrée pour 100 voix réticentes sur le thème de « Oui, caporal Carotte ». « Bon, maintenant sauvez-vous. Et je ne veux plus de ces histoires ridicules, vous allez vous conduire comme de braves garçons. » Carotte s'essuya la poussière des mains et sourit à tout le monde. Les trolls avaient l'air désorientés. En théorie, le caporal aurait déjà dû tapisser le pavé d'une fine pellicule de gras. Mais curieusement, rien ne se produisait, semblait-il. « Il vient de traiter une centaine de trolls de braves garçons, » dit Angua. « Certains d'entre eux descendent tout juste des montagnes. Certains sont encore couverts de lichen. »« Très chic sur un troll, » fit le sergent Colomb. Et alors, le monde explosa. Les agents étaient partis avant le retour du capitaine Vimer au Gat des Orfèvres. Il monta d'un pas lourd l'escalier jusqu'à son bureau et s'assit dans le fauteuil de cuir poisseux. Il fixa le mur d'un regard vide. Il tenait à quitter la garde, évidemment. On ne pouvait pas appeler ça une vie, c'était pas la vie en tout cas. Des horaires impossibles. Aucune certitude d'un jour sur l'autre quant à la loi à faire respecter dans cette ville pragmatique. Pas de vie de famille, pour ainsi dire. De mauvais repas pris au hasard. Il lui était même arrivé d'avaler quelques saucisses dans un petit pain de planteur je me tranche la gorge. L'impression perpétuelle d'endurer la pluie ou la canicule. Pas d'amis en dehors de la brigade, parce que ce sont les seuls à vivre dans le même monde. Alors que dans quelques jours, il allait, selon l'expression du sergent Colomb, se faire des nouilles encore. Passer ses journées à manger et à se balader sur un grand cheval en braillant des ordres à la ronde. En de tels moments, l'image du vieux sergent Keppel revenait hanter sa mémoire. Il dirigeait le guet à l'époque où Vimer s'était engagé.
et peu de temps après, il avait pris sa retraite. Tout le monde s'était cotisé pour lui acheter une montre bon marché, une de celles qui fonctionnait quelques années sans s'arrêter, jusqu'à ce que le démon à l'intérieur se volatilise. Une idée à la con, songea Vimer, morose en contemplant le mur. Un type quitte son boulot, il rend son sablier, sa cloche et sa plaque, et qu'est-ce qu'on lui offre? Une montre. Mais il était quand même venu travailler le lendemain avec sa montre neuve. Afin de mettre tout le monde au courant, il avait dit « Régler quelques détails en suspens, haha. Vous empêchez les jeunes de faire des gaffes, haha. » Le mois d'après, il rentrait le charbon, balayait les locaux, faisait les courses et donnait un coup de main à rédiger les comptes rendus. Il était toujours là, au bout de 5 ans. Et là encore 6 ans plus tard, lorsqu'un agent du guet arrivé en avance l'avait trouvé étendu par terre. Et il s'était avéré que personne, mais alors personne, ne savait où il vivait, ni même s'il existait une Madame Keppel. Ils avaient fait une collecte pour l'enterrer. Il n'y avait eu que des gardes aux obsèques. Maintenant qu'il y pensait, on ne voyait jamais que des collègues aux obsèques d'un garde. Bien entendu, c'était différent aujourd'hui. Le sergent Colomb vivait depuis des années un mariage heureux, sans doute parce que sa femme et lui organisaient leurs emplois du temps de manière à ne se voir que par intermittence, d'ordinaire sur le pas de la porte. Mais elle lui gardait des bons petits plats au chaud dans le four, et ça c'était un signe. Ils avaient même des petits-enfants. Ils n'avaient donc manifestement pas pu s'éviter en quelques occasions. Le jeune Carotte devait repousser les filles à coups de bâton. Et le caporal Chic, il devait sans doute se débrouiller de son côté. On racontait qu'il avait un corps de 25 ans, mais nul ne savait où il le cachait. Le fait est que tous les autres avaient quelqu'un, même si dans le cas de Chicard, ça devait être de force. Alors, capitaine Vimer, qu'est-ce qui te turlupine? Elle te plaît? Ne te soucie pas trop de l'amour, un mot hasardeux pour les plus de 40 ans. Ou bien as-tu la trouille de devenir un vieillard mourant dans l'ornière de ton existence, enterré par une bande de genoux qui n'ont jamais rien vu d'autre en toi qu'un vieux rasoir dont la silhouette traîne toujours dans le coin, qu'on envoie dehors chercher le café et des figuins chauds, et dont on se moque par derrière? Il avait voulu éviter pareil sort, et aujourd'hui le destin lui a porté un conte de fées sur un plateau. Bien sûr, il savait qu'elle était riche, mais il n'avait pas prévu la convocation au bureau de M. Morcombe. M. Morcombe était le notaire de la famille Ramequin depuis longtemps, des siècles pour tout dire. C'était un vampire. Vimer n'aimait pas les vampires. Les nains étaient de petits saligots respectueux de la loi à jeun, et même les trolls ne posaient pas de problème quand on les tenait à l'œil. Mais tous les morts vivants lui donnaient des démangeaisons dans la nuque. Vivre et laisser vivre, c'était bien beau, seulement il y avait un hic quand on réfléchissait logiquement à la question. Monsieur Morcombe était décharné, une vraie tortue, et d'une pâleur extrême. Il avait mis une éternité à en venir au fait. Puis informé Vimer qui avait eu l'impression de griller sur sa chaise. Combien ? Je ne crois pas me tromper en disant que le domaine, comprenant les fermes, les zones à urbaniser en priorité, et le petit terrain forcier, entendez à la fois foncier et sorcier, jouxtant l'université, pèse pour l'ensemble approximativement 7 millions de piastres l'an. Oui, 7 millions au cours actuel, je dirais. Tout est à moi ? À la minute où vous serez marié à Dame Sibylle. Mais elle me donne pour instruction dans cette lettre de vous autoriser à l'accès à tous ses comptes dès à présent. Les yeux morts vitreux n'avaient pas cessé d'étudier attentivement Vimer. Dame Sibylle, avait-il repris, possède grosso modo un 10e d'Ancre, des biens immobiliers considérables à Morpork, à quoi il faut bien sûr ajouter d'immenses terres cultivables à... Mais on sera propriétaires ensemble. Dame Sibylle est très claire là-dessus. Elle transfère par acte notarié tous ses biens à son époux, donc à vous. Elle a des idées, disons, vieux jeu sur la question. Il avait poussé sur la table un papier plié vers Vimer, lequel l'avait pris et déplié avant d'écarquiller les yeux. Dans le cas où vous décéderiez avant elle, bien entendu, avait poursuivi M. Morcombe de son débit monotone, l'ensemble lui reviendra selon le droit commun du mariage, ou à tout fruit de votre union, bien évidemment. Vimer n'avait même pas réagi. Il avait seulement senti sa bouche s'ouvrir toute grande et des plombs sauter dans certains recoins de son cerveau. Dame Sibylle avait enchaîné le notaire d'une voix qui semblait arriver de très loin, quoique plus très jeune,
Quoique plus très jeune, reste une belle femme pleine de santé, il n'y a pas de raison pour... Vimer avait vécu le reste de l'entrevue en pilotage automatique. Encore maintenant, il avait du mal à y réfléchir. Dès qu'il s'y risquait, ses pensées persistaient à lui glisser entre les neurones. Et comme toujours quand le monde le dépassait, elle filait ailleurs. Il ouvrit le tiroir du bas de son bureau et contempla la bouteille luisante de whisky premier choix de constricteur. Il ne savait pas trop ce qu'elle fichait là. Il n'avait pas dû se résoudre à la balancer. Repique au truc et ta retraite t'en profitera même pas, tire-t'en au cigare. Il referma le tiroir, se renversa dans son fauteuil et sortit un cigare à demi fumé de sa poche. Les gardes d'aujourd'hui ne valaient pas leurs aînés. La politique. Ah. Les agents comme le vieux Keppel se retourneraient dans leur tombe s'ils apprenaient que le guet avait embauché une... Et le monde explosa. La fenêtre vola en éclats, qui criblèrent le mur derrière le bureau de Vimer et lui entaillèrent une oreille. Il se jeta sur le plancher et roula sous le bureau. D'accord, manquait plus que ça. Les alchimistes venaient de se faire sauter leur guilde pour la dernière fois si ce n'est qu'à lui. Mais lorsqu'il jeta un coup d'œil par-dessus l'appui de la fenêtre, il vit, de l'autre côté du fleuve, la colonne de poussière qui montait à la verticale de la guilde des assassins. Le reste du guet s'amenait au petit trot dans la rue des Filigranes, lorsque Vimer arriva devant l'entrée de la guilde. 2 assassins vêtus de noir lui barrèrent le chemin d'une manière polie, qui laissait quand même entendre que l'impolitesse restait en option. On entendait derrière les portes des bruits de galopade. « Vous voyez cette plaque, vous la voyez » demanda Vimer. « N'empêche, c'est la propriété de la guilde, fit l'assassin. « Laissez-nous entrer au nom de la loi » bria Vimer. L'assassin lui fit un sourire nerveux. « La loi, c'est que la loi de la guilde prévaut dans son enceinte, dit-il. » Vimer lui lança un regard noir. Mais l'autre avait raison. Les lois municipales, pour ce qu'elles valaient, s'arrêtaient au seuil des guildes. Les guildes avaient leurs lois propres. La guilde avait... Le capitaine s'interrompit dans ses réflexions. Derrière lui, l'agent hongrois baissa le bras et ramassa un éclat de verre. Puis du pied, elle tisonna les débris. Son regard croisa alors celui d'un petit corneau indescriptible qui l'observait attentivement sous une charrette. À la vérité, il n'était pas si indescriptible que ça. Il était très facile à décrire. Il ressemblait à une mauvaise haleine sous une truffe humide. « Ouah, ouah » fit le chien d'un air las. « Ouah, ouah, ouah » et grogne, grogne. Il s'engagea au petit trot dans la ruelle. Angois jeta un coup d'œil à la ronde et lui emboîta le pas. Le reste de la brigade s'attroupait autour de Vimer, qui s'était beaucoup calmé. « Allez me chercher le maître des assassins, dit-il, tout de suite. » Le jeune assassin voulut ricaner. « Ah, votre uniforme ne me fait pas peur à moi, dit-il. » Vimer baissa les yeux sur son plastron cabossé et sa cotte de maille fatiguée. « Vous avez raison, dit-il, cette tenue ne fait pas peur. Je vous demande pardon. Caporal Carotte et agent détritus, un pas en avant. » L'assassin se rendit compte qu'on lui masquait le soleil. « Mais ceux-là, vous serez d'accord avec moi, je pense, fit Vimer de quelque part derrière l'éclipse, sont des uniformes qui fichent la trouille. » L'assassin hocha lentement la tête. Il n'avait rien demandé, lui. Il n'y avait d'ordinaire jamais de garde devant la guilde. À quoi bon ? Il disposait, dissimulé dans des vêtements noirs élégamment taillés, d'au moins 18 engins pour tuer son prochain, mais il prenait conscience que l'agent détritus en possédait aussi un au bout de chaque bras, comme qui dirait carrément sous la main. Je vais chercher le maître alors, hein, proposa-t-il. Carotte s'inclina. « Merci pour votre coopération, dit-il sérieusement. Angois regarda le chien. Le chien la regarda. Elle s'accroupit tandis qu'il s'asseyait et se grattait furieusement une oreille. Elle jeta un coup d'œil prudent en arrière, afin de s'assurer que personne ne les voyait, et aboya une question. « Pas la peine, répondit le chien. « Tu parles ? Pas besoin d'une grande intelligence pour ça.
ni pour comprendre ce que t'es. Angois parut paniqué. À quoi tu vois ça? L'odeur, fillette, tu connais donc rien? Je t'ai flairé à 1 kilomètre, je me suis dit, oh oh, qu'est-ce que l'un d'eux fiche dans le guet, hein? Angois agita un doigt affolé. Si tu le répètes à quelqu'un? Le chien parut plus peiné que d'habitude. Personne m'écouterait, dit-il. Pourquoi ça? Parce que tout le monde sait que les chiens, ça parle pas. Les gens m'entendent, tu vois, mais sauf cas vraiment exceptionnel, ils se figurent que leur imagination leur joue des tours. Leur petit chien soupira. Crois-moi, je sais ce que je dis. Je lui délivre, enfin, plutôt dévoré. Il se gratta encore l'oreille. J'ai l'impression, reprit-il, qu'on pourrait se rendre des services. De quelle façon? Bah, tu pourrais me présenter un bon gros beefsteak. Souverain pour ma mémoire, le beefsteak. Ça me la vide d'un coup. Angois fronça les sourcils. C'est un vilain mot, chantage, dit-elle. Il y a d'autres mots tout aussi vilains, fit le chien. Regarde, prends mon cas. J'ai une intelligence chronique. Que veux-tu qu'un chien fasse de ça? J'ai demandé en hérité, moi? Non. Un jour, je déniche à l'université un coin douillet où passer mes nuits dans le bâtiment de magie des hautes énergies, mais personne m'avait parlé des fuites continuelles de cette saleté. Alors au réveil, j'ouvre les yeux et ma tête se met à pétiller comme une dose de sel de bain. Oh, je me dis, c'est reparti pour un tour. Salut le conceptuel abstrait, attention nous v'là, il y a le développement intellectuel. À quoi ça peut servir, merde? La dernière fois que c'est arrivé, je me suis retrouvée à sauver le monde de je sais pas quoi abominable des dimensions de la basse fosse. Et est-ce qu'on m'a seulement dit merci? C'est un bon chien de donner lui un os? Ha ha. Le chien leva une patte râpée. Je m'appelle Gaspode. Des coups pareils, ça m'arrive quasiment toutes les semaines. À part ça, je suis qu'un chien. Angois céda. Elle empoigna le membre rongé au mythe et le secoua. Moi, c'est Angois, c'est ce que je suis. Déjà oublié, fit Gaspode. Le capitaine Vimer contempla les débris éparpillés à travers la cour, à partir d'un trou dans une des salles du rez-de-chaussée. Toutes les fenêtres des environs avaient explosé et une quantité d'éclats de verre jonchait le sol. Du verre de miroir. Bien sûr, les assassins étaient notoirement vaniteux, mais la place des miroirs se trouvait dans les chambres, non? Qu'il y en ait autant dehors avait de quoi surprendre. Du verre pareil, ça se brisait en intérieur, pas en extérieur. Il vit l'agent bourricot se pencher et ramasser 2 poulies attachées à un morceau de corde brûlé à une extrémité. Un rectangle de carton traînait parmi les débris. Les poils sur le dos de la main de Vimer picotèrent. Il flaira une odeur fétide qui flottait dans l'air. Vimer aurait été le premier à reconnaître qu'il n'était pas un très bon flic, mais il pouvait s'éviter cette corvée parce que des tas d'autres gens ne demandaient qu'à le reconnaître pour lui. Il faisait montre d'une certaine obstination à emmerder le monde qui indisposait les gros bonnets, et quiconque indispose les gros bonnets devient automatiquement un mauvais flic. Mais son instinct s'était développé. On ne passe pas sa vie dans les rues d'une ville sans ça. De la même manière que l'ensemble de la jungle se modifie subtilement à l'approche lointaine du chasseur, la ville lui faisait une impression différente. Quelque chose se préparait, du vilain, et il ne voyait pas bien de quoi il s'agissait. Il voulut baisser le bras. Que signifie tout ceci? Vimer se redressa. Il ne se retourna pas. Sergent Colomb, je veux que vous repartiez au guet avec Chicard et Détritus, dit-il. Caporal Carotte et agent Bourricot, vous restez avec moi. Oui, mon p'taine, fit le sergent Colomb, qui tapa bruyamment du pied en se fendant d'un salut impeccable afin d'embêter les assassins. Vimer lui rendit son salut. Ah, docteur Crucial, dit-il. Le maître des assassins était blanc de rage, ce qui contrastait joliment avec le noir intense de ses vêtements. Personne ne vous a appelé, dit-il. Qu'est-ce qui vous autorise à vous introduire chez nous, monsieur l'agent de police, et à vous y promener comme si vous étiez le propriétaire? Vimer marqua un temps, le cœur en fête. Il savourait cette minute. Il aurait voulu la garder, soigneusement serrée dans un gros livre d'où il la sortirait à l'occasion, afin de se la rappeler quand il serait vieux. Il glissa la main sous son plastron et en ramena la lettre du notaire. Ma foi, si vous tenez à le savoir, je m'y promène, comme vous dites, pour la bonne et simple raison que je crois bien en être le propriétaire, justement.
On peut définir un individu par ce qu'il déteste. Le capitaine Wimmer détestait pas mal de choses. Les assassins arrivaient en tête de liste, juste derrière les rois et les morts-vivants. Il dut cependant reconnaître que le docteur Crucial se ressaisissait très vite. Il n'explosa pas à la lecture de la lettre, ne discuta pas, ni ne prétendit qu'il s'agissait d'un faux. Il se contenta de replier le papier avant de le rendre. « Je vois », fit-il d'une voix glaciale. « Pour ce qui est du franc alleux, du moins. »« Voilà. Vous pourriez me dire ce qui s'est passé, je vous prie ?» Il eut conscience d'autres assassins de haut rang qui entraient dans la cour par le trou du mur. Ils étudiaient très attentivement les débris. Le docteur Crucial hésita un instant. « Des feux d'artifice, » répondit-il. « Ce qui s'est passé, dit Gaspod, c'est qu'un type a collé un dragon dans une boîte contre le mur à l'intérieur de la cour, et ensuite il est allé se planquer derrière une des statues, il a tiré sur une ficelle et la seconde d'après, boum. » Boum ? C'est ça. Ensuite, il entre vite fait par le trou, d'où il ressort au bout de quelques secondes, trotte de ci de là, dans la cour. Aussitôt après, ça grouille d'assassins partout, et lui se trouve dans le tas. Merde, quoi. Un type en noir de plus ou de moins, personne ne le remarque, toi ? Tu veux dire qu'il est toujours là ? Est-ce que je sais, moi, des capuches et des capes, tout le monde en noir ? Comment ça se fait que tu as vu tout ça ? Oh, je fais toujours un saut à la guilde des assassins le mercredi soir. C'est le soir de l'assortiment de grillade, toi ? Gaspod soupira devant la mine interdite d'Angois. Le cuisinier prépare toujours un assortiment de grillade le mercredi soir. Personne mange jamais le boudin. Alors je passe derrière les cuisines, ouah, le beau, la papate, mais c'est un bon chien ça, regarde-moi cette pauvre bête, on dirait qu'elle comprend tout ce que je dis, voyons voir ce qu'on a là pour le gentil toutou. Il parut un instant gêné. Avoir sa fierté, c'est bien joli, mais une saucisse, c'est une saucisse, fit-il. Des feux d'artifice, répéta Wimmer. Le docteur Crucial lui fit l'impression d'un naufragé s'accrochant à un rondin dans une mer agitée. Oui, des feux d'artifice, oui. Pour l'anniversaire de la fondation. Par malheur, un inconscient a jeté une allumette enflammée et mis le feu à toute la caisse. Le docteur Crucial sourit brusquement. « Mon cher capitaine Wimmer, dit-il en tapant dans ses mains, je suis sensible à l'intérêt que vous portez à cet incident, mais vraiment, Ils étaient entreposés dans cette salle, là-bas ? Demanda Wimmer. Oui, mais c'est sans importance. Wimmer se rendit au trou dans le mur et fouilla du regard l'intérieur du local. 2 assassins jetèrent un coup d'œil au docteur Crucial et déplacèrent négligemment la main vers différents replis de leur tenue. Le docteur fit non de la tête. Sa prudence avait peut-être un rapport avec la manière dont la paume de Carotte s'appuyait sur la garde de son épée, mais les assassins obéissaient peut-être aussi à un certain code d'honneur après tout. C'était dégradant de tuer sans être payé. On dirait une espèce de musée, fit Wimmer. Les souvenirs de la guilde, ce genre de choses ? Oui, exactement, des bricoles, vous savez ce que c'est, on accumule au fil des années. Oh. Bon, tout me paraît en ordre, dit Wimmer. Excusez le dérangement, docteur, je m'en vais. J'espère ne pas vous avoir causé trop de désagréments. Bien sûr que non, ravi d'avoir pu vous rassurer. On poussa les membres du guet gentiment mais fermement vers la sortie. Moi, je nettoierai ce verre, dit le capitaine Wimmer, en jetant encore un coup d'œil aux débris. Quelqu'un pourrait se blesser avec tous ces morceaux qui traînent. Je ne voudrais pas qu'un de vos pensionnaires se fasse mal. Nous allons nous en occuper tout de suite, capitaine, fit le docteur Crucial. Bien, merci beaucoup. Le capitaine Wimmer s'arrêta à la porte, puis se claqua la paume de la main sur le front. « Pardon, excusez-moi, j'ai la tête comme une passoire ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on vous a volé, vous disiez ?» Pas un muscle, pas un nerf ne bougea sur la figure du docteur Crucial. « Je n'ai pas dit qu'on nous avait volé quoi que ce soit, capitaine Wimmer. » Wimmer le fixa un instant, bouche bée. « Ah oui, pardon, évidemment, vous n'avez... Toutes mes excuses, débordé de travail, j'imagine. J'y vais alors. »
La porte lui claqua au nez. « Bon, » fit Vimer. « Mon capitaine, pourquoi... » commença Carotte. Vimer leva la main. « L'affaire est réglée alors, dit-il d'une voix un brin plus forte que nécessaire. Pas de quoi s'inquiéter. On retourne aux orfèvres. Où est l'agent machine truc ? Présente, mon capitaine, fit Angua en sortant de la ruelle. On se cache, hein, et c'est quoi ça ? Ouah, ouah, gingin. C'est un petit chien, mon capitaine. Grand Dieu. L'appel de la grosse cloche de l'inhumation, attaquée par la corrosion, retentit à travers la guilde des assassins. Des silhouettes vêtues de noir déboulèrent de toutes parts au pas de course, se poussant et se bousculant dans leur précipitation pour gagner la cour. Le conseil de la guilde se regroupa en hâte devant le bureau du docteur Crucial. Son délégué, monsieur Sédatif, frappa timidement à la porte. « Entrez !» Le conseil entra à la queue leu. Le bureau de Crucial était la pièce la plus grande de l'établissement. Les visiteurs trouvaient toujours anormal que la guilde des assassins possède des locaux aussi clairs, aérés et bien conçus, mieux à leur place dans un club de gentilshommes que dans un bâtiment où la mort était à l'ordre de chaque jour. Les murs s'ornaient de gravures de chasse guillerettes, mais le gibier, quand on y regardait de près, n'était ni le cerf ni le renard. Ainsi que d'eau-forte, et plus récemment d'iconographie dernier cri, de groupes de la guilde, rangés de visages souriants au-dessus de corps vêtus de noir, les jeunes membres assis en tailleur devant, dont un fait une grimace. Note de bas de page, il y en a toujours un. La grande table d'acajou où les anciens de la guilde siégeaient chaque semaine s'étendait d'un côté. La bibliothèque personnelle de Crucial et un petit établi occupaient l'autre. Au-dessus de l'établi se dressait un cabinet d'apothicaire criblé de centaines de tiroirs miniatures. Les désignations sur les étiquettes des tiroirs étaient inscrites en code des assassins, mais les visiteurs de l'extérieur éprouvaient d'ordinaire suffisamment d'appréhension pour refuser de prendre un verre. 4 piliers de granit noir soutenaient le plafond. Les noms d'assassins célèbres du passé s'y trouvaient gravés. Crucial avait son bureau carrément au milieu. Il se tenait debout derrière, le visage du même bois que lui. « Je veux qu'on fasse l'appel, cracha-t-il. Quelqu'un est-il sorti de la guilde ? Non, monsieur. Comment en êtes-vous sûr ? Les gardes sur les toits de la rue des Filigranes assurent que personne n'est entré ni sorti, monsieur. Et qui les surveille, eux ? Ils se surveillent les uns les autres, monsieur. Très bien. Écoutez-moi attentivement. Je veux qu'on me nettoie les saletés. Si quelqu'un a besoin de sortir de l'établissement, je veux qu'on le tienne à l'œil. Et vous allez fouiller la guilde de fond en comble. Vous m'avez compris ? Pour chercher quoi, docteur ? Demanda un jeune assistant en poison. Pour chercher tout ce qui est caché. Si vous trouvez quelque chose, et si vous ignorez ce que c'est, faites appeler tout de suite un membre du conseil, et n'y touchez pas. Mais, docteur, toutes sortes de choses sont cachées. Ce sera différent, vous comprenez ? Non, monsieur. Bien, et personne ne doit parler de ça aux minables du guet. Vous, mon garçon, apportez-moi mon chapeau. Le docteur Crucial soupira. Je dois aller informer le patricien, j'imagine. Pas de peau, monsieur. Le capitaine resta silencieux jusqu'à ce qu'il traverse le pont d'airain. Bon, caporal Carotte, fit-il. Je vous ai toujours dit que l'observation c'était important, vous vous rappelez ? Oui, mon capitaine, j'ai toujours bien écouté vos remarques sur la question. Alors, qu'avez-vous observé ? Quelqu'un a brisé un miroir. Tout le monde sait que les assassins aiment les miroirs. Mais si c'est un musée, qu'est-ce qu'un miroir y faisait ? Pardon, mon capitaine ? Qui a dit ça ? En dessous, mon capitaine, agent Bourricot. Oh oui, oui ? Je m'y connais un peu en feu d'artifice, mon capitaine. Il y a une odeur qui reste après qu'on les a tirés. Là, je l'ai pas senti, ça sentait autre chose. Bien senti, Bourricot. Et il y avait des morceaux de corde brûlée et des poulies. Moi, j'ai senti le dragon, dit Vimer. Vous êtes sûr, mon capitaine ? Faites-moi confiance. Vimer grimaça. Quand on passait du temps en compagnie de dame Rannequin, on apprenait vite à reconnaître l'odeur des dragons. Quand on sentait une tête se poser sur ses genoux pendant le dîner, on ne disait rien.
On lui passait régulièrement quelques bons morceaux de son assiette, et on priait les dieux qu'elle échappe au hoquet. Il y avait une cage de verre dans cette salle, dit-il. On l'a cassée pour l'ouvrir. Ah, on a volé quelque chose. J'ai repéré un bout de carton dans la poussière, mais quelqu'un a dû le faucher pendant que Crucial me parlait. Je donnerais 100 piastres pour savoir ce qu'il y avait écrit dessus. Pourquoi demanda le caporal Carotte. Parce que ce salaud de Crucial veut pas que je le sache. Je sais ce qui aurait pu ouvrir le trou dans le mur, intervint Angois. Quoi donc? Un dragon qui explose. Ils continuèrent leur marche dans un silence abasourdi. Ça se pourrait, mon capitaine, fit le dévoué Carotte. Les petits monstres éclatent pour un oui ou pour un non. Un dragon, marmonna Vimer. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit d'un dragon, agent Angois? Angois hésita. Parce qu'un chien me l'a dit, n'était pas, estima-t-elle, une réponse à donner dans l'immédiat si elle tenait à poursuivre dans cette carrière. Intuition féminine suggéra-t-elle. Je suppose, fit Vimer, que votre intuition féminine ne vous permet pas d'avancer une hypothèse sur ce qu'on a volé? Angois haussa les épaules. Carotte nota avec intérêt le mouvement de sa poitrine. Quelque chose que les assassins voulaient conserver là où ils pouvaient le regarder? Dit-elle. Oh, bien sûr, fit Vimer. Et vous allez maintenant me dire que ce chien-là a tout vu, j'imagine. Ouah. Édouard Delamore tira les rideaux, verrouilla la porte et s'y adossa. Tout avait été si facile. Il avait posé le paquet sur la table. Un paquet mince, long d'1,20 m à peu près. Il le déballa soigneusement, et, alors, il le vit. Il ressemblait beaucoup au dessin. Typique du bonhomme, ça. Une page entière de dessins minutieux d'arbalète, et ça en marge, comme une chose sans importance. C'était si simple. Pourquoi le cacher? Sans doute parce qu'il faisait peur. La puissance faisait toujours peur, elle rendait nerveux. Édouard le prit, le tint un instant délicatement, et découvrit qu'il s'adaptait parfaitement à son bras et à son épaule. Tu es à moi. Ce qui marqua à peu près la fin d'Édouard Delamore. Quelque chose continua de vivre encore un certain temps, mais ce quelque chose, tout comme ses pensées, n'était pas entièrement humain. Il était presque midi. Le sergent Colomb avait emmené les nouvelles recrues au champ de tir à l'arc de Bandalaise. Vimer partit en patrouille avec Carotte. Il sentait un fourmillement en lui. Quelque chose titillait son instinct fatigué mais toujours actif, s'efforçait d'attirer son attention. Il fallait qu'il bouge. C'est tout juste si Carotte arrivait à le suivre. Des assassins stagiaires balayaient toujours des débris dans les rues autour de la guilde. Des assassins en plein jour, gronda Vimer. Ça m'étonne qu'ils ne tombent pas en poussière. Ça, c'est les vampires, mon capitaine, dit Carotte. Ah, t'as raison. On voit tout maintenant. Assassins, voleurs patentés et saletés de vampires. Tu sais, c'était une sacrée grande cité dans le temps, mon gars. Inconsciemment, ils se retrouvèrent au pas réglementaire. Quand on avait des rois, mon capitaine? Des rois? Des rois? Merde, non! Deux assassins se retournèrent surpris. Je vais te dire, fit Vimer, un monarque, c'est un souverain absolu, pas vrai? Le grand chef? Sauf si c'est une reine, ajouta Carotte. Vimer lui jeta un regard noir, puis hocha la tête. D'accord, ou la grande cheftaine. Non, ça c'est plutôt pour une jeune femme. Les reines sont plus vieilles en général. Ce serait une cheftinette? Non, ça c'est pour les très jeunes princesses. Une cheftesse, je crois. Vimer s'arrêta. Il y a quelque chose dans l'atmosphère de cette ville, songea-t-il. Si le Créateur avait annoncé que la lumière soit à Ankh-Morpork, il ne serait pas allé plus loin à cause de tous les habitants qui auraient demandé « De quelle couleur ?» Bon, l'autorité absolue, dit-il, en se remettant en route sans se presser. D'accord. Mais c'est pas normal, tu vois. Un seul homme qui détient le pouvoir de vie ou de mort. Mais si c'est un type bien, commença Carotte. Quoi? Quoi? D'accord. Admettons que ce soit un type bien. Mais son adjoint, est-ce que c'est un type bien lui aussi?
Mieux vaut l'espérer, parce qu'il détient lui aussi l'autorité absolue au nom du roi. Et le reste de la cour, vaut mieux qu'il soit bien, parce que si un seul d'entre eux est un sale type, on aboutit à la corruption et au népotisme. Le patricien est un maître absolu, fit remarquer Carotte. Il adressa un signe de tête à un troll qui passait. Bonjour, monsieur Escarboucle. Mais il porte pas de couronne, il ne siège pas sur un trône et ne prétend pas régner par droit naturel, répliqua Vimer. Je le déteste, ce salopard, mais il est franc. Franc comme un tire-bouchon. Quand même, un type bien qui serait roi. Oui, et alors? La royauté contamine les esprits, mon garçon. Les honnêtes gens se mettent à faire des courbettes et des révérences, tout ça parce que le grand-père d'un Gus était une plus grande saleté d'assassin que le leur. Écoute, on a sûrement eu de bons rois dans le temps, mais les rois engendrent d'autres rois. Le sang parle et on se retrouve avec une bande de salauds arrogants et meurtriers, qui décapitent les reines et agressent leurs cousins toutes les 5 minutes. On a eu des siècles d'histoire de ce genre, et un jour un gars a dit « plus de rois ». Alors, on s'est soulevé et on s'est battu contre ces putains de nobles, on a éjecté le roi de son trône, on l'a traîné sur la place Sator et on lui a coupé sa putain de tête. Du beau boulot. Oula, fit Carotte, qui c'était? Qui donc? Le gars qui a dit plus de roi. Des passants les regardaient. La figure de Vimer passa du rouge de la colère à celui de l'embarras. Ça se remarquait tout de même par une légère différence de nuance. Oh, il était commandant de la garde municipale à l'époque, marmonna-t-il. On l'appelait le vieux face de marbre. Jamais entendu parler, fit Carotte. Il est pas beaucoup cité dans les livres d'histoire. De temps en temps, une guerre civile éclate, c'est forcé, et il vaut parfois mieux faire ensuite comme s'il ne s'était rien passé. Il arrive que des gens doivent accomplir une tâche et après il faut qu'on les oublie. C'est lui qui a donné le coup de hache, tu vois, personne d'autre voulait s'en charger. C'était un coup royal après tout. Un roi, ça reste... Il cracha l'adjectif. Spécial. Même une fois qu'on a découvert les salons particuliers et nettoyé les morceaux, quoi. Même après ça. Personne ne voulait se charger d'en débarrasser l'humanité. Mais lui, il a pris la hache, maudit tout le monde et fait le boulot. Quel roi c'était? Lorenzo le Gentil, répondit Vimer d'une manière distante. J'ai vu son portrait au musée du palais. Un roi vieux et gros, entouré de tas d'enfants. Oh oui, fit Vimer avec circonspection. Il adorait les enfants. Carotte adressa un signe de la main à 2 nains. Je savais pas ça, dit-il. Je croyais qu'il y avait eu une rébellion terrible, quelque chose dans le genre. Vimer haussa les épaules. C'est dans les livres d'histoire, faut savoir où chercher. Et ça a été la fin des rois d'Ankh-Morpork. Oh, un fils a survécu, je crois, à quelques parents cinglés. On les a bannis. Pour la royauté, c'est un sort horrible, paraît-il. Personnellement, je vois pas pourquoi. Moi, si, je crois. Pourtant, vous aimez la ville, mon capitaine. Ben oui, mais si j'avais à choisir entre le bannissement et la décapitation, qu'on me passe ma valise tout de suite. Non, on est débarrassé des rois. Mais enfin, la ville, elle tournait. Elle tourne toujours, dit Carotte. Ils passèrent devant la guilde des assassins et arrivèrent au niveau des hauts murs rébarbatifs de la guilde des fous qui occupait l'autre angle du pâté de bâtiment. Non, elle continue sur sa lancée. Tiens, regarde là-bas. Carotte, obéissant, leva les yeux. Une bâtisse familière se dressait au croisement de la Grande Rue et de la rue des Alchimistes. Sa façade était ornée à l'excès mais couverte de crasse. Des gargouilles l'avaient colonisée. La devise rongée au-dessus du portique proclamait « Ni la pluie, ni la neige, ni les ténèbres de la nuit ne peuvent détourner ces messagers de leur devoir. » Ce qui était peut-être le cas à une époque aux ambitions plus vastes, mais quelqu'un avait récemment jugé nécessaire de clouer un addendum qui disait « Mais faut pas nous parler de rochers, trolls armés de bâtons, toutes sortes de dragons, Madame Cake, bestioles vertes monstrueuses à grandes dents, toutes sortes de chiens noirs avec des sourcils oranges, pluie d'épagnols, brouillard, Madame Cake. » Oh, fit Carotte, la poste royale. Le service des postes, le corrigea Vimer. D'après mon grand-père, dans le temps, on pouvait y déposer une lettre et elle arrivait à destination avant 1 mois à coup sûr. On n'avait pas besoin de la confier à un nain de passage en espérant que le petit con ne la bouffe pas en route. Sa voix mourut. Pardon, je voulais pas te blesser. Y a pas de mal, fit joyeusement Carotte. Ne crois pas que j'ai une dent contre les nains. Je le dis toujours, faut chercher longtemps avant de trouver des gars aussi qualifiés, respectueux de la loi, travailleurs, que c'est...
Petit con. Oui, non. Ils poursuivirent leur route au pas réglementaire. Cette Madame Keck, dit Carotte, est sûrement une femme de caractère, hein. À qui le dis-tu? Fit Vimer. Quelque chose craqua sous la sandale démesurée de Carotte. Encore du verre, constata-t-il. Il a volé loin, dites donc. Des dragons qui explosent. Une sacrée imagination, cette fille. Ouah, ouah, fit une voix derrière eux. Ce foutu clébard nous a suivis, dit Vimer. Il aboie vers quelque chose sur le mur, fit Carotte. Ouah, ouah, gingin, quoi, merde, dit-il. Putain, vous êtes aveugle ou quoi? Non, les gens ordinaires n'entendaient pas Gaspode parler parce que les chiens ne parlent pas, tiens, c'est bien connu. Surtout au niveau organique, comme beaucoup d'autres faits bien connus qui prévalent sur le témoignage des sens. Cela parce que si on se mettait à remarquer tout ce qui se passe à chaque instant, personne ne ferait plus rien. Note de bas de page, encore un facteur de survie. Et puis la plupart des chiens ne jouissent pas de la parole. Les rares à en bénéficier ne sont que des erreurs statistiques, on ne peut donc pas en tenir compte. Tout de même, Gaspode avait découvert qu'il arrivait à se faire entendre à un niveau inconscient. Pas plus tard que la veille, un passant qu'il avait distraitement expédié d'un coup de pied dans le caniveau avait soudain pensé quelques pas plus loin « Je suis un dégueulasse tout de même ». « Il y a quelque chose là-haut, dit Carotte. Regardez, un machin bleu accroché à la gargouille. Waouh, 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 vous allez me croire enfin ?» Vimer se hissa sur les épaules du caporal et fit grimper sa main le long du mur, mais le petit ruban bleu restait hors d'atteinte. La gargouille roula vers lui un œil minéral. « Vous voulez bien ?» fit Vimer, « ça vous pend sur l'oreille. » Dans un raclement de deux pierres l'une contre l'autre, la gargouille leva une main et décrocha le tissu importun. « Merci. »« Ah, ah. » Vimer redescendit de son perchoir. « Vous aimez bien les gargouilles, pas vrai, mon capitaine ?» fit Carotte, alors qu'ils s'en repartaient d'un pas tranquille. « Ouais, ce ne sont peut-être que des espèces de trolls, mais elles se tiennent à l'écart, descendent rarement en dessous du premier étage et ne commettent pas de délits qu'on risque de découvrir. Ça me plaît. » Il déplia le ruban. Il s'agissait d'un collier, ou plutôt ce qui en restait. Il était brûlé à chaque bout. On arrivait, mais à peine, à lire le mot « joufflu » à travers la suie. « Quelle saloperie !» s'exclama Vimer. « On a bel et bien fait sauter un dragon. »